Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par un petit test technique. Est-ce que vous nous entendez bien? Voici, l'enregistrement a commencé dès le début, c'est une bonne nouvelle. Super, merci Monsieur Tolmer. Alors, on attend une trentaine de personnes aujourd'hui. On va juste commencer par un petit récapitulatif comme d'habitude. Donc pour vous rappeler, ce webinaire, du coup, a pour vocation à vous informer sur aujourd'hui la thématique du DPO, enfin des DPO, et du RGPD, et pas de la RGPD. Euh, Comme d'habitude, tous vos micros et caméras sont coupés. Je serai là pour justement essayer de dispatcher les différentes questions que vous pouvez avoir pendant la présentation des diapos. Si des questions ne sont pas traitées, ne vous inquiétez pas. Donc sur les 45 minutes de présentation, nous avons toujours 15-20 minutes en rab pour répondre à des questions sur des questions assez spécifiques. Je sais que sur certains rendez-vous, quelques personnes ont évoqué notamment des sujets sur les données entre élus, sur les nouveaux et les anciens, avec les changements qu'on peut avoir potentiellement l'année prochaine. Vous inquiétez pas, on a prévu de faire de toute façon, oui, parce que je vous le dis, il y aura des nouveaux webinaires l'année prochaine, parce que c'est un format qui fonctionne plutôt bien et qui plaît plutôt. Et du coup, on va en parler l'année prochaine. Le but étant de faire un volet un peu plus détaillé dessus pour justement expliquer le système de passation avec les élus, les maires, etc. Donc on fera quelque chose d'assez spécifique. De toute façon, on fera beaucoup de choses autour des élections l'année prochaine pour accompagner les nouveaux et les anciens élus plus facilement, surtout sur le volet numérique. Euh, donc voilà, vous aurez aussi donc des petites questions qui vont apparaître sur votre écran en forme de nuages de points. Et je vais laisser ma collègue Chloé Lacolle se présenter et on va pouvoir commencer juste après. Bonjour à tous. Je me présente, Chloé Lacaule, déléguée à la protection des données au sein de Manche Numérique et du coup auprès des collectivités qui ont recours à nos services. Si Chloé, donc, elle prendra principalement la parole. Moi, je ne serai là que pour animer et poser aussi des questions, euh, peut-être parfois un peu idiotes, mais qui parfois nécessitent des réponses toutes simples. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. Mais il n'y a pas que des questions idiotes. Le but, c'est qu'on reparte avec le plus d'informations possible. Alors, on va commencer par le sommaire. Donc, sommaire tout aussi simple. Le RGPD et les DPO, qu'est-ce que c'est? Quel est son intérêt? À quoi ça sert? Qu'est-ce que dit le cadre juridique? Donc, par la CNIL. On va vous dire aussi ce que c'est que la CNIL, parce qu'à chaque fois on parle de CNIL, mais on ne sait jamais quand l'écrire. Concrètement, le travail des DPO pour les collectivités. On a sorti plusieurs thématiques, donc les plus importantes, les sites internet avec l'emailing, la sensibilisation sur les sollicitations commerciales ou le sonnage. On a prévu aussi un volet sur la violation de données avec des exemples. Et aussi, donc, dernier volet, les caméras, parce que c'est des sujets qui sont aussi très souvent demandés. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les caméras? Qu'est-ce qu'on met comme type d'information? C'est quoi la réglementation, etc., etc. Le but de ce webinaire-là, c'est pas simplement de vous faire un cours magistral de ce qu'est le RGPD et de ce que font les DPO. Le but, c'est de prouver un petit peu par les exemples l'intérêt d'externaliser un peu ce service-là, parce que je sais que beaucoup de collectivités l'ont en interne, avec des élus qui sont DPO ou même certains agents aussi. Faire attention là-dessus, parce que c'est un métier à part entière. Il y a énormément de réglementation autour de ça. Et comme on le dit toujours, en tout cas, nous on le dit souvent, quand on vient en rendez-vous, la CNIL se déplace que sur dénonciation. Surtout en période d'élection, ne pas hésiter à solliciter si vous avez des points un peu obscurs que vous ne comprenez pas, faites appel au DPO. Même si vous n'êtes pas encore hein, chez nous, elles sont là aussi pour vous accompagner, pour au moins vous renseigner. Donc on va commencer par le RGPD et les DPO. Et ben, je vais vous poser d'abord cette petite question à vous directement. Euh, Qu'est-ce que vous connaissez sur le RGPD ou les DPO? Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ça partage l'écran, ça c'est bizarre. Bizarre, ça partage ça. Tu as peut-être fait un partage d'écran global. Je partage toujours que Ouais. la diapo. C'est très bizarre. C'est pas grave. Alors, on voit mairie, donc protection, coordonnées personnelles, on contrôle, respect des réglementations, effectivement. Les informations personnelles. Ouais, le contrôle des coordonnées personnelles traitées en mairie. C'est des sujets qui pourront être abordés. Ok, bon. On va parler dans un premier temps du RGPD, après de DPO et dire un peu plus en détail ce que c'est un peu plus tard. Comme je vous dis, on va passer assez rapidement à ce volet, le but étant de vous expliquer ce que c'est, et puis après passer vraiment sur des cas concrets. Donc le RGPD. Du coup, le RGPD, ça signifie déjà Règlement général à la protection des données. Donc, c'est au niveau européen. Juste pour savoir, au niveau national, on a la loi informatique et liberté, mais qui reprend majoritairement les règles du RGPD de toute façon. Et du coup, effectivement, ça vise à protéger les données personnelles d'un côté et de l'autre, accorder des droits aux personnes dont les données sont traitées. À noter aussi qu'on parle autant des données personnelles numériques que papier, hein. À chaque fois, on parle des deux. On précise jamais. Enfin, évidemment, quand on parle de mesures de sécurité informatique, ça sera informatique, mais sinon, ça vaut autant pour l'un que pour l'autre. Et du coup, ça c'est une obligation, et on en parlera après un peu plus tard avec notamment la CNIL. Mais s'il n'y avait pas la CNIL, ce serait quand même une obligation ou pas? Comme un peu tout, au final. La CNIL, c'est juste un... Oui, parce que le RGPD, il est en vigueur depuis 2018, donc les collectivités, elles doivent être conformes au RGPD depuis 2018, en théorie. Mais avant ça, nous, en France, on avait déjà la loi informatique et liberté qui date de 78. Donc en fait, c'est bien plus vieux que ça. Ça fait déjà depuis longtemps que c'est un sujet. Donc là, c'est vraiment, comme tu disais au début, c'est une loi européenne qui a décidé justement de normaliser un peu tout ça, de formater pour que tout le monde rentre dans le moule, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, le RGPD, il vient donner le rôle du DPO, ou en tout cas le clarifier. DPO ou DPD en français, ça veut dire délégué à la protection des données. Donc, c'est vraiment la personne qui est en charge de la conformité RGPD au sein d'une structure. Mais je tiens à préciser déjà, maintenant, qu'il n'est pas responsable. Donc, en fait, il va être là pour conseiller, accompagner les structures, mais en aucun cas, il porte la responsabilité de la sécurité et de la conformité RGPD. Donc, en cas de contrôle, le responsable, ce sera toujours le maire dans le cas d'une commune, le président dans une collectivité, etc. Enfin, voilà, c'est jamais le DPO qui est responsable. Et donc, il y a deux profils pour le DPO. On a souvent quand même maintenant des juristes, comme moi. Moi, je suis juriste. Mais on a aussi des personnes dans la technique aussi qui vont être identifiées DPO, donc par exemple des RSSI. Donc des fois, oui, on a des personnes qui sont souvent désignées et en fait, ils ont la double casquette. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que dans les témoignages, en tout cas, souvent ces personnes-là, elles n'ont pas le temps en fait de s'occuper de la partie conformité RGPD. Donc c'est pour ça qu'on conseille quand même de désigner quelqu'un dont c'est la mission à plein temps
Après, qu'elle soit là à plein temps, justement, ou à temps partiel, peu importe, mais que ce soit sa seule mission, pour être à peu près sûr que ce soit mené à bien, en fait. Pour parler un peu technique, est-ce que c'est pas justement ces reliquats de, entre guillemets, nouvelles lois, nouvelles réglementations qui ont été données directement à des RSSI, parce que c'est ceux qui connaissaient un peu mieux le travail, que justement cette casquette juridique qui va être issue d'une nouvelle formation, des nouvelles écoles qui sont créées aujourd'hui, donc cette nouvelle vague de DPO qui vont arriver justement, qui vont remplacer un petit peu ces reliquats du passé. En fait, les RSSI étaient aussi désignés parce que sur la partie conformité RGPD, il y a une grosse partie qui me concerne les mesures de sécurité. Et du coup, forcément, c'est plus technique. Et bah, moi, typiquement, je vais être un petit peu moins à l'aise avec cette partie, même si je comprends quand même ce dont on parle, etc. C'est pour ça qu'on désignait surtout les RSSI. Mais le problème, c'est que du coup, forcément, pour les RSSI, la partie juridique, elle est un peu plus obscure, on va dire. C'est un peu moins simple pour eux de faire les recherches parce que c'est pas leur formation, juste. Donc voilà. Donc souvent, on travaille quand même en binôme. Enfin, si on a des questions, on s'adresse aux personnes concernées, etc. Et vous vous formez. Et on se forme. C'est important de parler de ça parce que c'est vrai que à la base on oublie souvent, mais le RSSI pour casquette aussi, bah, il a souvent la gestion du pôle SI. Il est aussi DSI et ça c'est très compliqué parce que normalement un RSSI devrait faire des missions de cybersécurité, pas décorrélées mais en tout cas à plein temps. Et peut être aussi DSI. Mais bon après malheureusement les budgets font qu'on ne peut pas recruter 50 personnes. Bah, c'est pareil du coup pour la partie DPO. Les DPO ont aussi cette casquette juridique. Pour en tout cas les DPO qu'on a au sein de Manche Numérique et qui vont pouvoir vous conseiller le plus. Pour la partie technique, elles sont formées, mais c'est moins leur cœur de métier. Et de toute façon, la CNIL va plus travailler sur une partie plus juridique que technique. Oui. La technique, c'est plus le rôle de l'ANSSI qui va de toute façon travailler de pair avec la CNIL. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'est la CNIL et son cadre juridique. Et ensuite, on va passer sur les exemples concrets. Donc, la CNIL. Donc la CNIL, ça veut dire Commission nationale informatique et liberté, tout simplement. C'est l'autorité compétente en fait pour assurer la protection des données personnelles. Donc elle a plusieurs évidemment rôles. On parle souvent d'elle sous le prisme du côté sanction évidemment, puisque c'est souvent là où on entend parler d'elle. Donc elle va venir contrôler les structures et bah, sanctionner s'il y a besoin, mais pas forcément. Hein. Enfin, elle sanctionne pas systématiquement. Mais elle a aussi un rôle d'accompagnement, de conseil auprès des personnes dont on traite les données, mais aussi auprès des structures. Enfin, nous, par exemple, on est souvent en contact avec la CNIL dès qu'on a une question où on ne sait pas trop. Elle vient nous aiguiller un peu sur certaines problématiques. Donc voilà, elle a un peu cette double casquette. C'est pas que la police, ils sont aussi là pour accompagner. Ouais. Tu disais tout à l'heure justement sur la partie RGPD et DPO que tu n'es pas responsable en tant que juriste, que ce sont les collectivités elles-mêmes qui le sont. Quand la CNIL toque à votre porte, moi ça va me rassurer aussi que tu me dises ça, mais c'est important de le dire aussi aux collectivités. C'est-à-dire que quand ils vont toquer une première fois, c'est plus pour dire il y a des choses qui vont pas, mettez-vous d'équerre et on se revoit. Ils vont pas tout de suite arriver avec des amendes, les huissiers, puis piquer les 3 PC, les 3 bureaux qui restent, ces amendes en Bien sûr que non. Moi, dans une précédente vie, j'ai déjà eu affaire à un contrôle de la CNIL. Et en fait, dès qu'on est de bonne foi et qu'on montre qu'on avance dans le sujet, même si on sait qu'on n'est pas bon partout, qu'on démontre que oui, en fait, on a mis en place des actions pour le faire, qu'on coopère aussi avec eux, hein, enfin, quand ils vont nous poser des questions, etc., qu'on leur donne les informations, qu'on ne fait pas de rétention, etc. C'est assez rare qu'ils sanctionnent quand même dans ce cas-là, sauf si effectivement il y a des graves manquements, ou alors on n'est pas de bonne foi et on ne coopère pas du tout, et du coup là oui, ils vont sanctionner. Et donc, ce qu'on disait justement par rapport à ça, c'est que quand Manche Numérique délègue justement cette compétence de DPO aux autres collectivités, si une collectivité, par dénonciation, on prend toujours ce cas-là, ou pour X raisons, reçoit un appel de la CNIL, comme quoi justement sanction possible peut arriver, et il faudra mettre des choses en place parce que tel point ne vont pas, on fait appel à
au dépôt de manche numérique. Oui, oui. Et vous intervenez, vous bossez sur le dossier ensemble, vous travaillez pour améliorer la situation, et après, c'est vous qui faites le rapport à la CNIL ou comment ça se Ouais. passe? En fait, si jamais il y a plusieurs types de contrôle, mais on va se concentrer sur le contrôle sur place. Ouais. Ils viennent toujours à deux, donc un juriste et un technique pour le coup quand même. Si jamais ils viennent, de toute façon, il faut tout de suite nous appeler en fait pour qu'on vienne. De toute façon, enfin, par exemple ici, on est 3 dans le service, donc il y aura forcément quelqu'un qui viendra sur place. Enfin 4 d'ailleurs, pardon. Et du coup, on vient et ensuite, oui, on fait le relais entre la CNIL et la collectivité. On va effectivement faire les réponses à la CNIL, etc. Parce que quand bien même nous ne sommes pas responsables, on est quand même le contact privilégié avec la CNIL. Okay. Voilà, donc certes, vous n'êtes responsable, mais on ne vous abandonne pas. Le but étant quand même qu'on vous accompagne s'il y a des besoins particuliers, notamment au regard d'une inspection de la CNIL. Vous n'êtes pas délaissé, il y aura toujours un DPO présent, toujours un DPO présent de toute façon à manche numérique, que ce soit pour des appels ou pour des sollicitations particulières. En physique, sur place. Donc c'est leur travail, c'est pour ça qu'on s'est cantonné de toute façon au département de la Manche et qu'on n'a pas de succursale autre part en Normandie. Donc c'est un sujet. Et je vais juste, pardon, ajouter un point parce que du coup c'est quand même important. Si jamais même vous avez des questions, enfin si c'est pas nous qui appelons directement la CNIL et que c'est vous qui appelez la CNIL, sachez qu'en tout cas quand on pose la question à la CNIL, on donne jamais notre identité en fait. Ils savent pas de quelle structure on vient, pour qui on travaille, etc. Donc en fait. Poser des questions à la CNIL, c'est pas pointer du doigt le dysfonctionnement puisqu'ils savent pas dire si c'est Manche Numérique qui a appelé ou une autre structure en fait. Ils ne demandent pas l'identité. Donc voilà. Donc ne signez pas vos mails, enlevez la signature, c'est important. Du coup, ils font hyper attention à la protection des données finalement, la CNIL. Bah oui. Donc voilà, on revient sur. Donc on va sortir vraiment 3 grands cadres juridiques. Bon, c'est vraiment une petite aparté pour vous expliquer un peu comment ça se passait aussi avec nous. Donc les 3 grands cadres, on va commencer par le premier. Donc qui est sur l'obligation de désigner un DPO. Oui, alors effectivement, du coup, l'obligation de désigner un DPO pour les collectivités territoriales, elle figure à l'article 37 du RGPD. Donc, en fait, bah voilà, on est obligé de désigner un DPO. Et d'ailleurs, la CNIL, elle contrôle parfois ça, hein, s'il y a eu des désignations ou pas. Et elle a déjà été amenée à sanctionner 22 communes parce qu'elles n'avaient pas désigné de DPO. Et on parle de communes de différentes tailles. Hein. Enfin, ça va de 300 habitants à beaucoup plus, hein, mais vraiment, elle fait discrimination par la taille des collectivités finalement. Et il y en a une qui a été sanctionnée notamment parce elle s'était pas, elle n'avait pas désigné de DPO sous le délai indiqué. Et du coup, elle avait été sanctionnée à hauteur de 5 000 euros. Donc, à noter aussi que les sanctions, elles sont proportionnelles évidemment aux ressources de la commune, puisque le but n'est pas de couler la structure, mais voilà. On pense à taille-pied, hein, notamment, 5 000 euros, je ne pense pas que ce soit un budget pour une amende qui soit possible aujourd'hui. Mais ça peut faire mal quand même. Donc, à côté de ça, du coup, on a l'obligation de sécuriser les traitements de données, donc article 32 du RGPD. Donc là, sécuriser les traitements de données, donc autant papier que numérique, hein, toujours. Typiquement, nous, quand on vient en collectivité, on fait un audit pour savoir où en sont les communes. Et ce qui va nous intéresser, c'est de savoir des trucs très basiques du type, est-ce que vous avez des armoires fermées à clé avec pas la clé sur l'armoire, parce que ça ne sert à rien sinon. Mais typiquement pour les données papier, ou alors est-ce que vous mettez des mots de passe, etc. Enfin voilà, tout un tas de mesures de sécurité, c'est un point très important. Et je fais le lien du coup avec la CNIL tout à l'heure, qui établit des lignes directrices pour ces contrôles pour les années à venir. Et pour son plan d'action 2025 et plus, parmi les 3 grandes lignes, on va dire, la 3e, c'est quand même la sécurité dans les collectivités territoriales. Donc, du coup, on peut être amené à être contrôlé sur ce pan dans les années à venir. Et le dernier point. Et le dernier, très important, puisqu'au final, c'est quand même la base en fait, de notre travail, finalement, c'est de mettre en place un registre de traitement de données, donc article 30 du RGPD. Donc là, on va venir répertorier en fait, tous les traitements de données personnelles que vous faites, renseigner les données que vous collectez, combien de temps vous les conservez, de quelle manière, etc. Enfin, c'est le travail de fond qu'on fait tout au long de notre présence, en fait, finalement. Et de toute façon, tout au long de la vie de la structure, il faut le faire. Donc,
Donc voilà. Et donc ça, c'est donc les articles qui ont été écrits pour 2018, c'est ça? Oui. Ok. Donc tout ça, on peut retrouver de toute façon sur le site Ouais. du règlement de la protection des données, voilà, toutes les informations qui sont là, et tous les différents articles. Mais on a voulu vous montrer en tout cas les trois principaux. Donc on fait un petit rappel aussi qui est important, c'est des obligations, donc, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, qui concernent toutes les collectivités, peu importe leur taille. On sait que c'est des budgets, on sait que c'est des sommes à verser. C'est pour ça qu'on a mis en place cette mutualisation avec Manche Numérique, justement, pour vous accompagner là-dessus. Néanmoins, il ne faut pas le négliger. Ça fait rajouter, je sais, hein, à d'autres factures qui sont devenues maintenant obligatoires. Néanmoins, on a des solutions adaptées à chaque taille de collectivité, comme avec la CNIL, hein. C'est-à-dire que là, on vous mettra une amende annuelle en fonction de votre taille. Non, blague à part, c'est important de ne pas l'oublier, d'essayer justement de vous rapprocher de nous pour qu'on trouve des solutions, au moins vous accompagner au mieux. On va passer rapidement, pas rapidement justement, plutôt. On va prendre notre temps là, justement sur concrètement le métier des DPO, et on va commencer par site internet et l'emailing. Donc oui, effectivement, on a plusieurs missions, donc on a choisi de mettre en lumière certains points auxquels on ne penserait pas forcément finalement. Donc tout d'abord les sites internet, donc évidemment ça ne va pas concerner toutes les collectivités, mais à savoir quand même, quand vous avez un site internet, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rapport d'audit depuis Manche Numérique, hein, pas sur place, c'est pas nécessaire. Et donc en fait on vient voir un peu la sécurité du site internet en scannant le site tout simplement. On vient vérifier aussi les informations liées au nom de domaine, qui est titulaire, etc., les contacts à renseigner. Et on a aussi la partie cookies qui est quand même super importante. Donc voir si vous collectez des cookies, de quelle manière ils sont, enfin lesquels en fait, fonctionnels, optionnels, etc. Combien de temps vous les conservez. Est-ce qu'en fait les informations aussi sont données, hein, parce que souvent enfin un peu moins maintenant, mais souvent on n'a pas toutes les informations sur les cookies, donc c'est quand même intéressant à savoir. Et donc ça, c'est un rapport d'audit qu'on transmet à la collectivité. Et souvent, quand même, ça s'accompagne de d'autres documents, puisque souvent, le rapport d'audit, il amène à des rédactions de documents. Dans un premier temps, les mentions légales, parce que souvent, on n'a que les mentions légales et on va dire que la politique de confidentialité de cookies sont intégrées dans les mentions légales. Ça, en vrai, peu importe, du moment que les informations apparaissent, après, comment on les organise, c'est pas très grave. Sauf si c'est vraiment incohérent, évidemment, mais sinon, c'est pas très grave. Et du coup, on vient voir du coup les mentions légales, donc pour voir si toutes les informations obligatoires sont présentes. Parce que par exemple, faut indiquer le directeur de publication, qui est l'éditeur, l'hébergeur, etc. Tout ça, c'est des informations obligatoires. Et on vient aussi du coup modifier ou intégrer tout simplement la politique de confidentialité. Donc en fait, ça, c'est le document, enfin la partie explicative sur les traitements de données effectués via le site internet. Souvent, la base, ce qu'on retrouve majoritairement, et parfois il n'y a que ça d'ailleurs, c'est quand vous avez un formulaire de contact. En fait, le simple fait de collecter un nom et un prénom, et ça j'insiste parce que souvent on me dit mais il n'y a que le nom et le prénom donc c'est bon, mais en fait non, c'est pas bon puisque en fait c'est de la donnée personnelle. Donc même s'il y avait que le nom, en fait c'est déjà trop. Enfin, pas trop, mais en tout cas, c'est déjà de la collecte de données, donc on va devoir faire quelque chose. Quand même le dire. Donc voilà, donc nous, on vient compléter tout ça dans la politique de confidentialité pour informer les personnes en fait qui vont sur le site que voilà, il y a de la collecte de données via le formulaire de contact, ou même la simple visite hein, sur le site. Et la politique de cookies pour expliquer, comme je vous le disais, du coup, quels cookies sont collectés, ce que c'est un cookie aussi, et les durées de conservation, etc. Mais là, tu parles de ça, des sites internet, de l'emailing, parce que là, c'est vrai que l'emailing, on n'a pas mentionné par exemple le fait de pouvoir se désinscrire quand on veut, Oui. etc. Mais ça, c'est Ouais. le sujet. Mais à site internet, moi par exemple, je passe par Campagnol ou autre marque, on peut avoir Jimbo, t'as Odoo, enfin, t'as plein de créateurs. Ils ont tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai à m'embêter
avec faire des politiques de confidentialité, des mentions légales, des politiques de cookies. Ils ont normalement tout ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et ben en fait, quand on va sur, enfin justement, quand on va sur un site internet et ça nous arrive souvent, où justement c'est ce type de boîte qui s'occupe des sites. Quand on va sur les mentions légales, c'est juste écrit souvent, ce site est géré par Jimdo, et en fait on n'a pas d'infos. On n'a pas les mentions obligatoires, par exemple pour les mentions légales, on n'a quand même pas directeur de publication, etc. On n'a même pas des mentions sur la propriété intellectuelle, donc même si vous publiez pas grand-chose sur vos sites, bah, je ne sais pas, il y a parfois le, le logo de la commune ou ce genre de choses, bah, ça nécessite quand même des petites mentions sur la propriété intellectuelle. Et sur la partie collecte de données, bah, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose en fait finalement, il y a juste les informations sur, bah voilà, des fois il y a le reCAPTCHA de Google là, mais c'est tout, enfin, en fait ça donne pas d'informations. C'est vraiment... Donc, est-ce que tu es en train de dire que les politiques de confidentialité ou les mentions légales, c'est plus pour protéger l'éditeur slash hébergeur que vraiment de donner des informations par rapport à la collectivité qui va mettre son site en place? Ben, en fait, de manière générale, les personnes ne vont jamais lire ce genre d'informations. Donc, Sauf les juristes. voilà. Mais oui, en fait, de toute façon, donner l'information, c'est une obligation du RGPD de donner les informations. Donc, en fait, il faut le faire. Ouais. Et j'ai parlé des contrôles sur place pour la CNIL tout à l'heure, mais en fait, elle fait aussi des contrôles en ligne. Et parfois, si le contrôle en ligne, le résultat est bof, bah, elle se dit, je vais venir sur place. Parce que, à mon avis, ça doit pas être terrible non plus s'il n'y a pas toutes les informations nécessaires sur le site. Donc, c'est une vitrine, en fait, finalement. Exactement. Internet, c'est une vitrine. Après, c'est important de ne pas se dire qu'on dénigre des solutions mises en place comme Campagnol, parce que ce sont des très bonnes solutions. C'est pas cher, c'est pratique. On peut mettre toutes les informations essentielles dedans. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Par contre, effectivement, il faut faire attention au type d'informations qu'on peut donner et surtout comment gérer ces mentions légales et tout ça. Donc c'est aussi le travail du coup des DPO de nous accompagner là-dessus. Oui, en fait, ils donnent le minimum, mais il ne faut pas hésiter à personnaliser tout, en fait. On va faire un petit parallèle aussi avec la sensibilisation, justement, notamment sur les sites internet. Ouais. Alors effectivement, du coup, de manière générale, on est amené à sensibiliser. Sur le site internet, forcément, quand on va vous envoyer le rapport, les politiques, etc., on vient quand même vous expliquer, faire de la sensibilisation en fait juste sur ça et pas juste vous dire, bah voilà, vous mettez ça. Et c'est fini. Et du coup, voilà, on fait quand même de la sensibilisation et aussi sur la partie emailing, parce que effectivement, si vous décidez de mettre en place une newsletter pour informer sur les actualités de la collectivité, on vient faire de la sensibilisation parce que c'est très encadré la newsletter, qu'elle soit commerciale ou pas, sur effectivement la gestion du consentement. On ne peut pas envoyer du courrier, oui, email, etc., sans consentement des personnes et sans la possibilité et sans offrir la possibilité du coup d'enlever le consentement surtout. Désinscrire. Oui, mais tu retires le consentement quand. Oui, mais c'est bizarre dit comme ça, mais oui, ça et aussi, du coup, ça entraîne plutôt une gestion de la base de données aussi qui n'est pas à négliger, puisque effectivement, une base de données qui n'est pas à jour, ça peut être une faille de sécurité, par exemple. Donc, on vient faire de la sensibilisation sur ces sujets-là. Je vais prendre un cas très personnel sur ce sujet-là. Tu vois, par exemple, moi, je suis chez une mutuelle pour mon chat. J'ai demandé à être retiré de la liste d'appels démarchage commercial, parce que c'est mon droit d'être retiré de cette liste-là. Sauf que je suis quand même encore rappelé sur cette liste. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne m'ont pas retiré comme il faut sur cette liste. Et ils passent par des opérateurs, pas des opérateurs, mais des centres d'appel, pour justement faire ce travail-là de démarchage, etc., etc. Et donc, du coup, à chaque fois, je suis contacté par l'intermédiaire de ce centre d'appel-là pour telle société. Ouais. Et ils prennent pas en compte le fait que je me désinscrive de la liste parce que le centre d'appel qui m'appelle ne fait pas la démarche de faire remonter l'information. Et ça peut être vraiment des sujets problématiques. Parce que je sais que là, le prochain appel que je prends, je vais l'enregistrer. Parce qu'eux, ils ont enregistré des appels, mais moi, ça fait plusieurs fois que je les préviens. Et donc là, je prends des preuves. Donc je vais les enregistrer pour leur dire. Et effectivement, je peux saisir la CNIL. Oui, tout à fait. Pour leur dire, voilà, gros manquement de telle assurance que je ne nommerai pas. Mais ça peut arriver à n'importe qui, privé comme public. Ouais. En fait, effectivement, dans ces cas-là, on peut signaler à la CNIL si on n'arrive pas à se faire entendre de la structure sur le fait qu'on ne veut plus recevoir d'informations de leur part.
On a aussi, mais ça c'est plus pour le côté commercial, on a aussi la DGCCRF. Ça marche très bien aussi. Ah oui. En général, ça marche même peut-être mieux que la CNIL. Parce que la CNIL, on reçoit des courriers en fait pour dire un peu un rappel à la loi, mais on doit pas leur répondre. Voilà, c'est juste pour info. Voilà. Par contre, effectivement, s'il y a plusieurs personnes d'affilée qui font le signalement, là, la CNIL elle va se dire il y a un truc bizarre. Donc, ça peut entraîner un contrôle. Et la DGCCRF, souvent, ça impressionne un peu plus quand même, parce que On voit sur Instagram. ouais. Enfin, moi, par exemple, j'ai déjà eu ce cas-là où on me retirait pas de la liste. J'ai fait la CNIL, ça n'a pas eu trop d'effet. Et après, j'ai contacté la DGCCRF et là, tout de suite, j'ai reçu un mail du DPO de la structure. Ah, désolé, on n'avait pas vu. Voilà, parce que ils ont flippé. Donc, effectivement, ouais, c'est des points quand même à prendre en compte. Voilà, parce qu'en plus, il y a beaucoup de communication sur le fait qu'on peut recourir à la CNIL ou à d'autres structures pour faire valoir ses droits, en fait. Et, du coup, et donc, pour faire valoir ses droits, on peut trouver sur n'importe qui peut les faire valoir, mais pour les appliquer, c'est bien d'avoir un juriste qui nous accompagne là-dessus. Tout à fait. Et du coup, sur la partie mail aussi, si jamais vous recevez des emails qui semblent un peu bizarres, frauduleux, etc., vous pouvez nous les transférer et nous, de notre côté, on va vérifier si c'est effectivement frauduleux ou ça ne l'est pas. Et on vous fera un retour du coup. Par exemple, il y avait un mail d'une collectivité, je ne sais plus laquelle, mais qui envoyait des documents via un système du type WeTransfer. Mais c'était pas WeTransfer, c'était vraiment un truc propre à eux. Et en fait, le mail était très moche. Et du coup, les collectivités qui recevaient ce mail pensaient que c'était du hameçonnage, par exemple. Et en fait, non, pas du tout. C'était un vrai mail pour le coup. Donc, du coup, là, on a pu leur dire qu'ils pouvaient cliquer le lien sur le lien sans avoir peur. Mais du coup, on peut faire ça aussi au besoin. Et plus globalement, sur la partie sensibilisation, quand vous avez recours à nos services, bien souvent, au début et même plus tard, si nécessaire, on fait de la sensibilisation auprès des agents et des élus pour cerner un peu ce que c'est le RGPD, mais on va toujours un peu plus vite sur la partie légale, mais en tout cas pour sensibiliser sur les risques. En tout cas, si jamais on manipule la donnée un peu n'importe comment, si on a un mot de passe qui est partagé à 10 personnes différentes, etc. Enfin voilà, du coup, on vient faire de la sensibilisation auprès des agents et des élus sur la donnée perso et un peu plus focus quand même sur les violations de données, puisque c'est un peu le risque, mais on verra ça après. Mais c'est un peu le risque qui plane au-dessus de toutes les têtes finalement. Justement, donc, je mettais un exemple en commentaire pendant que tu parlais. C'est notamment donc les fameux mails frauduleux. On a aussi maintenant des hameçonneurs qui sont très très forts, les fameux pêcheurs, qui arrivent à utiliser la typo même pour faire passer des mails. On a eu beaucoup d'informations passées. Donc ça, c'est aussi votre travail de veille pour sensibiliser les collectivités avec Microsoft, où on a des mails nom de domaine @rn Microsoft. Mais comme ça, on peut voir sans faire attention que on pense que c'est RN, parce que c'est vrai que ça, quand c'est écrit en petit sur son écran, on ne peut pas spécialement attention, et non, c'est RN Microsoft et pas Microsoft. Même moi, quand j'ai vu ça sur LinkedIn, j'ai eu du mal à voir ça. Et donc, c'est aussi votre travail de faire ça, de sensibiliser. Mais nos sensibilisations, elles évoluent d'ailleurs, parce qu'au début, par exemple, pour les mails frauduleux, on disait, l'orthographe est pourrie, le mail est moche, etc. Et en fait, c'est de moins en moins vrai, parce que déjà avec l'IA, mais pas que, mais les mails sont de plus en plus beaux. En fait, j'ai envie de dire, il y a peu de fautes, ils respectent la charte graphique de la structure concernée, etc. Donc, faut être 2 fois plus vigilant en fait sur ces mails-là. Là, ça reste toujours la référence de nom de domaine, de toute façon. Oui. Journée de DPO. Et oui, et du coup, de manière plus globale et accessible pour le coup, du coup, à tous, pas que nos collectivités, on fait un journal DPO tous les trimestres. D'ailleurs, le dernier de l'année devrait sortir cette semaine normalement, où on fait un petit récap des dernières actualités et puis des sujets effectivement, on va dire, soit qui sortent un peu
du cadre, enfin, de ce qui intéresse, on va dire vraiment les structures, c'est un peu plus culturel, on va dire. Je spoile pas, mais il y a un article un peu comme ça dans, dans le journal de décembre, mais aussi des aspects plus pratiques. Et là, je spoil pour le coup, enfin, par exemple, les élections municipales, où là, on va faire un focus sur comment on va gérer la donnée, la prospection, etc. Voilà. Qu'est-ce qui est réglementé? Ouais. On va passer un peu plus sur des exemples, parce qu'il y a un sujet qu'on a peu abordé, c'est sur la violation des données, déjà sur une définition. Pendant justement que Chloé vous explique un petit peu cette définition de la violation des données, bah moi je vais vous demander si vous avez, après avoir entendu cette définition, des exemples comme ça qui vous viennent, qui peuvent finalement correspondre à ce que nous on a mis en place comme exemple. Et donc, ne parle pas des trois grands principes, je vais parler le plus général possible, Ok, comme ça ok. on va pouvoir faire le point. Ok, mais je vais juste vous lire la définition en fait de la CNIL, comme ça au moins elle est assez claire. Donc une violation de données, elle se caractérise par la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel, transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données de manière accidentelle ou illicite. Je m'explique parce que c'est un peu long quand même. Grosso modo, une violation de données, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut aller de vos locaux qui prennent feu ou inondation, et du coup, tous vos documents papier ou même vos serveurs, hein, ils sont noyés, donc du coup, il n'y a plus de données. Ou ça peut être un vol de données. Vous avez des ouvriers qui viennent dans votre structure pour réparer je ne sais quoi. Le PC est, par exemple, le PC est pas verrouillé. Bah là, il va récupérer de l'information sur des usagers, son voisin, par exemple, je ne sais pas. Donc voilà, enfin, ça peut être aussi une erreur juste accidentelle. Donc, par exemple, on a supprimé tout un fichier qui concerne l'état civil, je ne sais pas, c'est pas de bol. Mais du coup, ça peut être ça. Enfin, c'est vraiment divers et variés les types de violations finalement. Voilà ce que je peux en dire. Sans aller plus loin. Voilà, on va détailler un peu plus. Je vous fais apparaître un nouveau sondage. Donc, n'hésitez pas à donner des exemples, voilà, comme on a dit, de violation de données. Pourquoi on parle de ça? Parce que justement, ouais, c'est un sujet qu'on a évoqué quand on a préparé le webinaire. Euh, on a une vraie méconnaissance, en tout cas, de la violation de données en général et de voir jusqu'où ça peut aller. Et on a trouvé trois très bons exemples assez récents, enfin assez récents. Oui, dans les dernières années. Voilà, dans les 10 dernières années, on va dire des gros exemples. Non, c'était quoi déjà le dernier là qu'on avait les évoqué? 5 dernières en vrai. 2021. C'est 2021? Ouais, c'était 2021, c'est ça. Le plus vieux est 2021. Donc, bon, ouais, c'est pas si lointain que ça. Et c'est des sujets voilà, qui peuvent vous surprendre. Après, t'as donné un gros indice au début, avec le feu. Oui, c'est vrai. Bah ouais, mais je l'utilise tout le temps. Donc... Ouais, bah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et c'est 2-3 minutes pour essayer de trouver des idées. Ouais, des vols de données, des hackers. Moi, j'ai pensé à ça, moi. À l'URSSAF aussi récemment. Oui, en fait, il y en a plein tout le temps. Donc, Ouais. faut choisir. Bah, il y a eu l'assurance maladie. Oui. Des hôpitaux de Paris, n'en parlons pas. On n'a même pas parlé, enfin, dans les exemples, par exemple, on n'a pas pris Free et compagnie. Alors, Oui, on en a parlé en début d'année avec Victor. bah voilà, on a bien fait de pas le prendre, mais du coup, voilà, enfin. Bah, sinon, je t'aurais dit non. Ah oui, d'accord. Euh, je t'aurais dit non. Bah, effectivement, oui, il y a Free qui est une base de données très utilisée aujourd'hui parce que on en avait parlé à ce moment-là, mais on a des collègues ici à Montgenèvre qui ont été contactés par leur banque, notamment via l'achat ou la récupération, parce que du coup, il n'y a pas eu une vente de ces sujets-là. Mais voilà, ça, c'est une violation de données, c'est une partie. Donc, ouais, je vois des agents. Attends, je vais regarder le détail parce que je suis curieux de savoir. Qu'est-ce que c'est? Perdre un dossier d'un agent, effectivement. Ouais, Oui. Voilà, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Alors, on va commencer par le premier sujet, la perte de confidentialité. Oui.
Alors, du coup, il y a 3 piliers. Du coup, tu peux définir celui-ci, voilà. Le premier, c'est la confidentialité. Donc, comme son nom l'indique un peu, c'est le fait juste que, en gros, la donnée, elle a été divulguée à des personnes qui n'auraient pas dû avoir accès à cette information. Du coup, c'est ça la perte de confidentialité. En exemple. Oui, du coup, l'exemple, c'est Sinbird. C'est très récent puisque c'est littéralement novembre dernier. Qui ont du coup subi un vol de données. Et donc, vol de données égale accès, enfin, ils ont eu accès à des données auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès. Donc voilà. Finalement, c'est, on va dire, le cas le plus basique, puisque finalement, la perte de confidentialité, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans les violations de données. Ce qu'on a évoqué justement là. Ouais. Ensuite, on a l'intégrité. Donc là, la donnée, en fait, elle a été altérée ou modifiée, supprimée, ou alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, en fait. En tout cas, pas par la personne autorisée à le faire. Et du coup, là, l'exemple, c'est CrowdStrike. Où là, en fait, le contexte, ils ont fait une mise à jour. Et en fait, ils ne l'avaient pas testé avant, visiblement. Et du coup, les données, elles ont été altérées. Donc, c'est assez problématique. On a entendu beaucoup parler parce que CrowdStrike, c'est un très très grand faiseur international. Il y a eu des problèmes de Windows, il y a eu des problèmes avec la SNCF, il y a eu des problèmes avec plein de grands groupes, des banques, Tu peux récupérer la donnée après. La sauvegarde ne suffit pas, quoi. Donc c'est un énorme faiseur en cybersécurité et en tech en général. Et c'est vrai que quand un de ces gros faiseurs ont un problème, notamment là d'intégrité, beaucoup de choses justement posent problème. Et ce qui a soulevé justement les sujets de se reposer sur un seul prestataire, parce que derrière, évidemment, l'erreur était humaine. Et toujours, de toute façon, quand la principale erreur est humaine, à 90% des cas. Après, on va en parler, ça peut être aussi un autre facteur. Mais c'est important de se dire aussi qu'il faut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et même si on a des offres très intéressantes et que l'acteur, en l'occurrence, est un grand faiseur dans le domaine, même là, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. Et le dernier, du coup, c'est la disponibilité. Donc, en fait, quand tout va bien, la disponibilité, c'est le fait de pouvoir accéder à sa donnée tout le temps, en fait, sans restriction. Et du coup, quand il y a une perte de disponibilité, au contraire, on n'a plus accès à la donnée, que ce soit... Alors, évidemment, vous n'allez pas nous le signaler tout le temps, mais ça l'est quand même. Si vous n'avez pas accès à votre donnée pendant 1 heure, c'est déjà une perte de disponibilité. Après, ça peut être plus long, évidemment, mais voilà. Et du coup, l'exemple en la matière, c'est OVH, qui, du coup, en 2021, a subi des incendies au niveau de leur serveur. Et du coup, là... L'État, les collectivités territoriales, beaucoup de sociétés. Là, c'est un problème matériel. Là, c'est compliqué. Et là, en fait, il y a aussi cette question qui s'est posée, c'est des sauvegardes. Ils faisaient des sauvegardes du coup en interne sur d'autres bâtiments. Ouais. Les sauvegardes n'ont pas pu être récupérées parce que ça a aussi pris feu. Et donc, du coup, les fameuses règles de 3. Et pour faire le pont du coup avec la CNIL dont on parlait au début justement, quand il y a des violations de données, il y a des obligations au niveau du RGPD qui est de notifier à la CNIL sous 72 heures à compter de la découverte de la violation, donc c'est assez court, et de notifier aux personnes concernées si nécessaire. Mais en fait, à savoir aussi que en fonction de la gravité de la violation, on ne va pas systématiquement notifier à la CNIL. Parfois, on ne jugera pas ça nécessaire. Mais par contre, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, tout ça, ça doit être documenté. Donc documenter la violation de données, qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand est-ce que ça s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a fait en fait ensuite pour pas que ça se reproduise et pour pallier aussi au problème à l'instant T. Parce qu'évidemment, du coup, en cas de contrôle, la CNIL, elle va regarder si elle n'a pas été notifiée, pourquoi elle ne l'a pas été, et ce qu'on a fait ensuite pour améliorer la situation et pour pas que ça se reproduise. Ouais. Donc voilà, pour ce sujet-là. Dernier sujet qu'on va aborder, sujet qui est aussi important, sur les caméras. On va vraiment faire
pas un focus, mais disons un état des lieux. Oui. Et on va simplement vous donner des faits établis qu'il faudra mettre en place. Ce qu'on voit, enfin, ce que en tout cas vous voyez très souvent et ce qu'il ne faut plus voir demain, quoi. Ouais. Du coup, on a choisi le sujet de la caméra parce que enfin, là, c'est typiquement un petit déroulé de ce qu'on fait étape par étape avec nos collectivités. Et du coup, les rappels des obligations. Donc, quand il y a une caméra qui veut être mise en place dans les collectivités, on vient vérifier. Alors, sur l'aspect légal, évidemment, il faut avoir en tête qu'il faut déposer un dossier à la préfecture. Donc, ça doit être déclaré. Mais avant ça, déjà, dès lors que vous voulez choisir un prestataire, on vient évaluer avec vous, si vous pensez à nous suffisamment en amont, évaluer du coup si le prestataire il est lui-même conforme à RGPD ou pas. Puisqu'en fait, ça fait partie des obligations des collectivités territoriales responsables de traitement, de vérifier que leurs sous-traitants, prestataires, sont eux-mêmes conformes au RGPD. Parce que si jamais ils ne le sont pas, pareil, en cas de contrôle, ça retombe forcément sur le responsable de traitement qui n'a pas su gérer ses. Mais du coup, c'est pas sur la collectivité, c'est sur le prestataire. Ça dépend qui le contrôle. S'il contrôle le sous-traitant, c'est le sous-traitant qui va être impacté. Mais s'il contrôle la collectivité, elle vient vérifier le contrat qu'on a mis en place avec le prestataire. Et si elle constate que via le contrat, en tout cas déjà de base, on n'a pas géré cette question-là, c'est le responsable qui va. C'est celui qui signe qui peut avoir des problématiques. Bah, en tout cas, dans le cadre du responsable de traitement, là, oui, ça sera. Après, si le contrat est bien fait, le responsable de traitement pourra ensuite peut-être se retourner sur le sous-traitant. Mais si rien n'a été prévu, bah après, c'est plus juridique. Pour le coup, c'est un peu moins RGPD, mais il y a toujours des biais, hein, évidemment. Mais oui, le responsable de traitement, il en prendra aussi pour son grade. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas se prendre la tête en amont et faire appel au DPO, comme ça on est sûr que s'il y a un souci, vous êtes là pour relire, quoi. Exactement. Et du coup, si nécessaire également, avant que la caméra, enfin, c'est mieux de le faire avant, évidemment, mais parfois on est amené à le faire après, mais on doit faire une analyse d'impact. Donc, en fait, l'analyse d'impact, c'est évaluer la balance entre les risques pour les personnes dont on va collecter les données et leur liberté, en fait, pour voir si l'équilibre est juste ou pas, ou si on doit mettre en place des mesures pour que l'équilibre se réajuste, ou si juste on ne peut pas mettre de caméra, en fait. On a une question de Monsieur Le Gentil, notamment sur la réglementation qui sont présentées sur les vidéosurveillances concernant les caméras intérieures. Eh ben, c'est très bien, puisque en fait, je comptais exactement en parler. Parce que effectivement, sur le placement des caméras de vidéosurveillance, on vient vérifier aussi où est-ce que vous allez mettre en fait la caméra. Parce que en fait, la règle, c'est que, alors j'ai mis salle des fêtes parce qu'on a le sujet, mais enfin salle des fêtes, lieu public en tout cas. C'est avec nos bureaux, hein. Oui. On a l'interdiction de filmer l'intérieur en fait. On ne peut pas filmer les allées et venues, etc. On ne peut pas le faire. En revanche, on peut filmer les entrées et les sorties. Voilà. Tout comme on ne peut pas filmer les salariés, les agents pour les surveiller. Voilà. Ça, c'est interdit. Le projet, malheureusement, va falloir penser à autre chose. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, dès qu'on met en place de la caméra, que ce soit au sein, on va dire, d'un bâtiment, ou en tout cas entrée-sortie, ou dans la rue, vidéoprotection, on doit mettre en place un affichage obligatoire avec des informations qui doivent être... Enfin, c'est fixe, hein, on ne met pas ce qu'on veut. D'ailleurs, on a mis la petite image qui est fournie par la CNIL pour montrer ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. Par exemple, dans le cas de là où c'est marqué non, l'information n'est pas suffisante, effectivement, ça ne nous donne pas grand-chose. Juste, voilà, il y a de la vidéo, mais on n'en sait pas plus. Alors que sur l'autre, on vient préciser pourquoi on met en place la vidéosurveillance, qui on peut contacter si jamais on veut avoir accès aux données, etc. Et du coup, oui, pour répondre à la question, tant qu'on y est, il faut un dossier préfecture, quoi qu'il arrive. Dès qu'on place de la caméra, il faut un dossier. Et ensuite, on vient vérifier et en tout cas vous rappeler les durées de conservation. Donc, pour les images de vidéosurveillance, c'est pas plus d'un mois. Et vous aider aussi en cas de demande de droit d'accès. Si un usager veut avoir accès aux données, je sais pas, quand il est passé dans la rue, il veut savoir ce qu'il filmait exactement. Nous, on vient vous aider à répondre parce qu'évidemment, quand on va montrer les images, par exemple, droit d'accès, ça veut dire qu'il veut voir les images.
il faudra qu'on soit vigilant sur le fait que s'il y a d'autres personnes ou des voitures ou, je ne sais, ou autres qu'on voit sur les images, que ce soit masqué en fait. Écoutez, ouais. Pour pas qu'on voit. Donc c'est assez conséquent quand même ce genre de demande. C'est pas du petit travail. Oui, voilà. Mais moi j'ai une petite question du coup pour rebondir sur ce que Monsieur le Gentil disait, c'est je suis un prestataire, je vends des solutions, sachant que je n'ai pas le droit de filmer l'intérieur. À partir du moment où le prestataire propose des solutions pour filmer les couloirs ou les bureaux, on peut partir sur le principe où de toute façon, son service DPO, il n'écoute pas beaucoup. En fait, si j'ai envie de dire, ça peut être le problème, mais normalement, le prestataire, il a un devoir de conseil. Donc, en fait, si on n'a pas, on va dire, cadré ce point RGPD dans le contrat, etc., c'est peut-être plus par ce biais-là qu'on pourra se retourner contre lui, puisque lui, dans ce domaine, en tout cas, il apparaîtra comme l'expert et la collectivité comme le non-expert, du coup. Du coup, c'est voilà. Et du coup, peut-être qu'on pourra effectivement avoir un levier de ce point de vue-là, puisqu'il n'aura pas exercé son droit de conseil. Il est censé nous conseiller, en tout cas sur la réglementation. Et je parle pas de ça innocemment, hein. C'est juste pour vous rappeler que ça peut arriver autant par des petites structures que par des très grosses structures. La plupart ne sont pas forcément au courant de tout ça et il y a beaucoup de manquements sur ces sujets-là. Donc faites très attention avec qui vous travaillez et surtout, hein, que vous soyez ou non, hein, c'est analyse d'impact, ça c'est des prestations que vous proposez, pas forcément en accompagnement des PO. Le mieux c'est de l'être parce que c'est plus simple derrière pour le suivi, etc. Ouais. Mais n'hésitez pas à les solliciter sur ces sujets-là, hein, elles sont aussi là pour ça. Parce que c'est, comme tu dis, des sujets assez complexes. Et parfois, vous avez des prestataires qui vous vendent l'IA avec leur solution de floutage automatique. C'est pas fiable à 100%. Il y a un gros travail en amont de paramétrage qui n'est pas souvent fait pour gain de temps et du coup, par extension, gain financier, parce que les solutions logicielles sont toujours plus intéressantes. Mais voilà. On a un peu débordé. Oui. Merci en tout cas de nous avoir écouté sur ces un peu plus de 45 minutes. C'est ça qu'on a un peu débordé. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur les caméras ou Mais alors très rapidement, Ouais. mais juste sur les caméras factices. Ah oui, c'est vrai que vous m'avez pas parlé. Excuse-moi. Non, c'est pas grave, mais je vais être très rapide. Du coup, si vous mettez en place une caméra qui n'est pas branchée, qui n'est pas active, en fait, finalement, pour surveiller souvent les problématiques de dépôt sauvage de déchets, parce que c'est souvent ce qu'on entend, globalement, je vous le conseille pas. Même si vous mettez un affichage réglementaire comme si la caméra était vraiment active, je vous le conseille pas, tout simplement parce que si jamais demain on se fait contrôler par la CNIL, difficile à justifier, on donne une fausse information aux personnes, alors que le but c'est d'informer sur les vrais traitements, donc c'est un peu c'est pas terrible. Et en plus, si une personne vient pour faire une demande de droit d'accès et voir les images, là, ça entache un peu la crédibilité de la collectivité finalement, parce que qu'est-ce qu'elle pourra dire si ce n'est, en fait, on n'enregistre pas, donc on n'a pas d'image. Enfin, c'est dommage. Donc c'est vrai que je le conseille pas. Je comprends l'effet dissuasif. Et c'est un peu, je comprends les problématiques, etc. Et vraiment, j'aimerais vous offrir une solution autre, mais en tout cas, celle-ci n'est pas forcément la bonne. Ou alors faire un petit montage en boucle avec des gens qui passent par-ci par-là, mais toujours floutés. Et je donne des solutions. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On pourrait avoir des problèmes. Donc oui, écoute, merci Chloé en tout cas. Merci à l'équipe du coup des PO d'accompagner les collectivités sur ces sujets-là. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire a pour but un petit peu de vous informer concrètement ce que les DPO font en accompagnement sur différents sujets, donc sur la partie RGPD en règle générale, mais sur des cas un peu plus concrets, donc notamment via les contrats, via les caméras. C'est des sujets qui sont toujours de plus en plus en fait amenés donc sur vos bureaux pour savoir en fait comment vont être traitées ces données-là, et même comment vont être traités ces contrats. Donc vous avez cette casquette juridique, vous avez cette casquette technique, il ne faut pas l'oublier. Donc elles ont vraiment un travail assez large pour vous aider et vous accompagner. Donc même sur des sujets qu'elles ne maîtrisent peut-être pas forcément, en tout cas elles pourront vous aiguiller. Donc ça, c'est aussi important, même si vous ne pensez pas qu'elles peuvent faire, elles vous amèneront de toute façon vers quelqu'un ou vers peut-être un prestataire éventuellement. Oui, c'est ce qu'on dit toujours aux collectivités, envoyez-nous et... Voilà. Enfin, dans tous les cas, envoyez-nous et au pire... vous dispatchez.
Voilà, c'est ça. C'est pas, vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que d'essayer de trouver une solution alors qu'on n'a pas forcément les compétences. Bah, ça vaut pour nous aussi. C'est des sujets qui sont quand même assez larges. C'est du droit, c'est de la technique. On ne maîtrise pas toujours tout, donc c'est important de savoir poser les questions. Bah, merci à toutes et à tous. Il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions à poser. Et sinon, bah, écoutez, je vous dis bonne fête de fin d'année, si on ne se revoit pas. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit en début, à l'année prochaine. On reviendra avec plein d'autres sujets. On mettra évidemment en ligne le webinaire, enfin la liste des webinaires qui est déjà finie. Mais n'hésitez pas aussi à proposer si vous avez, vous, des sujets ou des projets de webinaire. On sera ravis de pouvoir les étudier et les intégrer aux besoins. Parce que c'est vrai que là, on a mis des sujets un petit peu en rapport avec les élections, notamment sur la partie des PO qui sera en début d'année, donc avant mars. Enfin, déjà rebosser sur le sujet si vite. Et voilà, mais c'est des sujets qui sont quand même importants. N'hésitez pas à proposer aussi à vous hein, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Merci encore, et puis d'ici là, bonne fête et à l'année prochaine. Je pense qu'on peut clôturer.